domaine de l'éducation, nous avons voulu vous entretenir aujourd'hui, pendant quelques minutes, d'une question bien particulière. Nous avons profité du passage d'un spécialiste ici pour aborder cette question. Monsieur Luc Legault, spécialiste en orthophonie et en audiologie de l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi, est passé justement dans le secteur aujourd'hui. Il a travaillé avec nos maîtres et il a accepté de venir faire quelques minutes à votre profit devant nos caméras. Dans nos écoles, les maîtres, à plusieurs reprises, ont constaté des problèmes de la parole, problèmes du langage, problèmes d'audition aussi. Nous connaissions de réputation M. Legault et le service de l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi. Et M. Legault est venu cet après-midi s'entretenir avec une trentaine de nos maîtres. M. Legault, quels troubles rencontre-t-on le plus souvent dans le domaine de l'orthophonie, de l'audiologie? Si on pense aux problèmes de parole, c'est la raison de ma visite dans le haut du lac, justement aujourd'hui. Si on se déplace si fréquemment pour rencontrer des éducateurs, c'est justement parce que les problèmes de parole, on les trouve plus fréquemment chez les enfants. Et les enfants sont toujours d'âge soit préscolaire ou d'âge scolaire, ça va de soi. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai rencontré, à votre demande, une trentaine de professeurs. Les problèmes les plus fréquents qu'on peut rencontrer, je pense que ce sont surtout les troubles d'articulation. Vous connaissez tous, par exemple, des enfants qui vont dire un ça plutôt qu'un chat. Exemple, encore un tadeau au lieu d'un cadeau. Ainsi de suite. Ce sont des troubles qui sont vraiment très fréquents. Ce ne sont pas toujours des troubles sévères, si vous voulez, mais quand ils persistent et quand on connaît aujourd'hui les nouvelles méthodes d'apprentissage de lecture et d'écriture où les enfants doivent maintenant s'exprimer vraiment normalement et très tôt à l'école, je pense qu'il faut toujours s'occuper et ne pas sous-estimer ce genre de problème-là. Monsieur Legault, des exemples comme vous venez d'en donner, je sais qu'à la maison, même avant que l'enfant aille à l'école, on en perçoit de ces troubles. À quel âge faut-il s'inquiéter? À quel âge faut-il consulter un spécialiste pour un trouble de la parole de ce genre? Écoutez, je pense que la meilleure façon de voir les choses, c'est de se dire ceci. Les enfants commencent maintenant la maternelle à l'âge de 5 ans, je pense, oui. Le 1er octobre. Hein? C'est ça. Alors, je pense que vers l'âge de 4 ans et demi, quand un enfant ne parle pas encore normalement ou qu'on a vraiment de la difficulté à le comprendre, et là, il faut faire attention, les parents, souvent, ont beaucoup de facilité à comprendre un enfant qui parle mal. Mais quand une personne qui connaît peu l'enfant a de la difficulté à le comprendre, je pense que c'est suffisant comme motif, disons, pour consulter à ce sujet-là. Parce que l'enfant aura des problèmes, possiblement à la maternelle ou en première année. Alors, il vaut mieux profiter entre 4 ans et l'entrée à la maternelle pour consulter à ce sujet-là. Mais là, tantôt, je parlais des troubles d'articulation, ce sont les plus courants, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui présentent d'autres problèmes plus sérieux, ceux-là encore. C'est sûr, enfin, je pense entre autres au retard de langage et de parole. Enfin, disons, l'enfant de 5 ans qui ne fait pas encore des phrases complètes, qui utilise encore, disons, des verbes à l'infinitif, qui n'utilise pas les pronoms, qui n'emploie pas de sujet ou des choses semblables. C'est des motifs vraiment importants pour consulter dans ces cas-là aussi. Oui. Il y a toute la question, naturellement, aussi de d'autres problèmes qui n'empêchent pas l'enfant de faire sa vie, mais qui peuvent lui nuire considérablement. Je pense entre autres au bégaiement. Je pense que dans le cas du bégaiement, deux choses à faire en passant, deux conseils en passant. Il ne faut surtout pas intervenir auprès de l'enfant pour le corriger. Il ne faut pas demander à l'enfant de parler plus lentement, de penser à ce qu'il va dire ou des choses semblables. Il ne faut absolument pas intervenir. Je pense que dès qu'on constate un bégaiement, il faut absolument consulter à ce moment-là. Je précise en passant qu'il est très normal que des enfants, par exemple, de 2 ans et demi à 3 ans, connaissent une période de bégaiement vers cet âge-là, vers 2 ans et demi.
C'est ce qu'on appelle, nous, un bégaiement physiologique, un bégaiement normal. C'est que l'enfant, à cette époque-là, apprend à parler et répète soit des mots, soit des syllabes, mais uniquement pour s'amuser, par jeu. Il fait son apprentissage à ce moment-là. Alors, il ne faut pas intervenir, il ne faut pas s'en occuper, parce qu'on risque de garder l'enfant dans ce trouble-là. De le fixer dans un trouble semblable. Bon. Maintenant, si après quelques semaines, disons, ça se continue encore, à ce moment-là, on doit consulter. Bon. Alors, comme vous parlez, M. Legault, il me semble bien que ce n'est pas que l'école qui doit, par conséquent, se préoccuper des problèmes de langage, mais les parents à la maison, avant même que l'enfant atteigne l'école, doivent s'en préoccuper. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils constatent un de ces troubles? Eh bien, lorsqu'ils veulent consulter, malheureusement, actuellement, il y a un seul service d'orthophonie qui dessert toute la région du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi et de la Côte-Nord. Et nous sommes 5 actuellement dans ce service-là. C'est dire tout le travail que nous avons à faire et qu'on parvient difficilement à répondre aux demandes et aux besoins. Et autre point, nous sommes fixés un peu, si vous voulez, à Chicoutimi pour notre travail, ce qui fait que ça oblige les gens qui demeurent assez loin à se déplacer pour venir chez nous. Je ne pense pas que cette situation-là soit perpétuée encore très longtemps, mais actuellement, c'est un peu ce qui se passe. Alors, les gens qui jugent qu'ils doivent consulter doivent s'adresser tout simplement à l'hôpital de Chicoutimi, au service d'orthophonie. Je pense qu'en demandant comme ça, là, soit par téléphone ou en écrivant au service d'orthophonie à l'hôpital de Chicoutimi, on nous transmettra sûrement soit la correspondance ou encore les appels téléphoniques. Et je vous précise en passant qu'il n'y a aucun frais financier, aucune charge financière pour les parents qui viennent consulter chez nous, aussi bien pour les examens que pour les thérapies. Bon, alors je reprends deux choses. Par conséquent, c'est à Chicoutimi qu'il faut s'adresser. On ne peut pas espérer, par exemple, il n'existe pas de clinique que vous tenez soit à l'hôpital de Roberval ou à l'hôpital de Dolbeau Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Je pense que dans un avenir assez rapproché, on pourrait desservir un jour ou l'autre d'autres hôpitaux que l'hôpital de Chicoutimi, bien sûr. Bon, ça va. Et comme deuxième point, vous signalez qu'il en coûte absolument rien aux parents pour recourir à vos services. C'est totalement défrayé. Disons que pour les gens du Haut-du-Lac, je dirais qu'il en coûte le déplacement quand même. Il en coûte le déplacement. Oui, et c'est sûrement un problème sérieux. Monsieur Legault, je ne veux pas prolonger davantage notre entretien. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur ce qu'on a dit qui vous passe à l'idée actuellement? Oui, enfin, je pense qu'il est absolument essentiel pour les parents de se préoccuper de ces problèmes-là, enfin de troubles de parole et de langage, parce qu'on constate aujourd'hui quand même que pour faire son chemin dans la vie, il faut avoir de plus en plus d'instructions. Et on peut facilement concevoir, parce qu'on le vérifie, que certains enfants peuvent doubler facilement des classes, perdre du temps, ou parfois même doivent abréger, disons, leur scolarité du fait qu'ils ont eu tellement de difficultés au début de leur scolarité. Et je pense que, comme dans toute autre chose, un bon départ, ça assure peut-être un bon succès. Alors, si on veut que les enfants vraiment passent facilement, en fait, du moins relativement facilement à travers leur scolarité, je pense qu'il faut bien les partir. Et pour ça, je pense que les enfants doivent parler tout à fait normalement. Pour ma part, M. Legault, je renchéris là-dessus. C'est que le français, maintenant, est une matière pour laquelle on doit faire un travail très intense du côté de l'oral. Nous tendons vers un enseignement pratiquement à 50% sur l'oral seulement, ce qui veut dire que l'enfant qui a des troubles de parole a aussi parfois, ou souvent, des troubles d'audition, parce que les sons qu'il n'a jamais réussi à bien prononcer, il ne les reconnaît pas bien non plus lorsqu'ils sont bien ou lorsqu'ils sont faux. Voilà, donc deux problèmes qui se retrouvent, et ces deux problèmes-là se mêlant l'un à l'autre, l'apprentissage de la lecture devient un autre cas très difficile.
J'ajouterais peut-être, M. Bélanger, avant qu'on se quitte, que dans notre temps, nous, à l'école primaire, il fallait surtout pas parler et qu'aujourd'hui, contrairement, un enfant qui ne parle pas à l'école, c'est un enfant qui fonctionne mal à l'école. Ça veut tout dire, je pense. Comme ça change. Alors, merci infiniment, M. Legault, encore une fois, d'avoir accepté de vous prêter à ce bref entretien. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la troisième série, à la troisième émission de notre série. Cette semaine, nous allons voir quelque chose qui est bien important pour les gens. Et la semaine prochaine aussi. Nous verrons deux émissions sur la bonne manière et mauvaise manière de faire une entrevue. Cette semaine, ce sera la mauvaise manière de faire une entrevue. Et avec Claude, je voudrais lui faire dire à quoi ça peut servir et quelle est l'utilité de bien faire une bonne entrevue avec un futur employeur. Disons que la plupart des gens de moins de 30 ans changeront d'occupation au moins 5 fois avant leur retraite. Et les plus de 40 ans sont aussi sujets à changer plusieurs fois, à mesure que de nouveaux emplois sont créés et que d'autres disparaissent. Alors, on peut voir jusqu'à quel point il est important de bien se présenter pour solliciter un emploi. En tout cas, comme un de mes amis dit, il y a deux façons. La première façon et la deuxième façon. Alors, nous commençons par vous présenter la mauvaise façon, ou encore, si vous ne voulez jamais obtenir un emploi, vous n'avez qu'à faire comme notre bon ami dans le court film qui va suivre. Et par contre, pour les gens plus sérieux, eh bien, je pense que là, ça pourra vous, lorsque nous en arriverons à la bonne façon, on pourra voir la distinction entre obtenir un emploi et le manquer. Vous pensez peut-être que vous ne connaissez pas assez vos aptitudes ou que vous ne pouvez profiter des nouveaux emplois disponibles. Je pense que c'est pas vrai. Ne diminuez pas vos chances en énonçant mal vos qualités. Si vous vous attachez au type d'un poste qui devient périmé, comme cela se produit assez souvent, vous poursuivez alors une carrière qui a tendance à disparaître. En somme, lorsque nous nous présentons sur le marché du travail, Jean-Paul, tu sais que c'est un marché qui est sans cœur et qui est difficile. Et souvent de fois, une chance de trouver un emploi réside à peu de choses près. Un employeur il peut avoir une tendance à dire oui à quelqu'un qui se présente de la bonne façon et c'est très facile pour lui de dire non. Parce qu'on dit non beaucoup plus souvent qu'on dit oui dans ce marché de la main-d'œuvre. Alors, c'est pour ça que nous pensons qu'il est dans notre devoir de vous donner des trucs pour solliciter des emplois chez les employeurs. Vous allez peut-être trouver ça un peu drôle de la part des centres de main-d'œuvre du Canada, mais je pense que c'est encore notre rôle de bien informer les travailleurs de la façon de se présenter chez un employeur, ce qui donne suite aux émissions antérieures, je crois. Donc, le centre de main-d'œuvre fait sa part en trouvant un futur employeur, mais la personne qui postule l'emploi doit faire sa grosse part aussi pour avoir le plus de chances de l'obtenir. Disons que nous avons le rôle facile. Ouais. Alors, une fois que nous avons, malgré que c'est difficile de trouver un emploi pour quelqu'un, ça ne veut pas dire là que tout s'arrête. Au contraire, c'est là que le travail de la personne qui est présentée chez un employeur, c'est là que son travail débute. Et je pense qu'on a tendance assez souvent à ne pas attacher suffisamment d'importance à ce geste qui doit être posé par la personne sans emploi qui se présente chez un employeur pour solliciter du travail. Alors c'est pour ça, je pense, qu'avec l'aide
des petites vignettes que nous avons reçues grâce à la collaboration du Centre de main-d'œuvre du Canada de Victoriaville, qui, eux, ont fait ce montage. Et cela pourra permettre aux téléspectateurs de voir la bonne façon et pour aujourd'hui voir la mauvaise façon de solliciter de l'emploi. Donc, nous allons regarder ensemble les diapositives préparées par le Centre de main-d'œuvre du Canada de Victoriaville sur la mauvaise façon de se préparer et de faire une entrevue. Tu auras te chercher un emploi. Ta façon de te présenter chez un employeur éventuel constitue un critère de sélection très important. Tu vas en voir quelques-unes. À toi de juger celle qui te semble la plus efficace. Voici un important message. Une compagnie progressive de la région recherche des jeunes gens ambitieux possédant un diplôme d'une école technique ou de métier. La préférence sera accordée aux candidats qui possèdent au moins 1 an d'expérience. Toute personne intéressée est priée de se présenter au chef du personnel au 213 rue Saint-Joseph. Votre émission Jeunesse à gogo se poursuit. J'ai rendez-vous avec le chef du personnel pour 2h30. Vous êtes mademoiselle Lise Poirier? Oui. Un instant, s'il vous plaît, je vais prévenir M. Côté. Un instant, monsieur, je suis à vous dans 1 minute. Monsieur, mademoiselle Lise Poirier, qui avait un rendez-vous pour 2h30, est ici. Pouvez-vous la recevoir maintenant? Oui, je vais la recevoir. Dirigez-la à mon bureau, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Bonjour, mademoiselle Poirier. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Vous venez faire application pour l'emploi de secrétaire, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous de l'expérience comme secrétaire? Non. Qu'avez-vous fait alors? Je viens de terminer mon cours de sténodactylo. Excusez-moi un instant. Oui, mademoiselle? Il y a ici un monsieur Claude Laporte qui désire vous rencontrer au sujet de la demande que nous faisons à la radio. Pourrez-vous le recevoir cet après-midi ou préférez-vous lui fixer un rendez-vous pour plus tard? Vous pouvez le recevoir dans 15 minutes environ, s'il veut bien attendre. Bien, monsieur, je vais le prévenir. Si vous voulez bien attendre, M. Côté vous recevra dans 15 minutes. Ah, correct. Vous venez de terminer votre cours, donc vous n'avez aucune expérience du travail. Non. Eh bien, voici une formule de demande d'emploi que vous allez me compléter. Avec ce questionnaire, j'aurai tous les renseignements nécessaires
Et lorsque vous aurez terminé, nous reviserons les principaux points ensemble. Veuillez passer dans le bureau à votre gauche pour remplir ce questionnaire d'une façon claire et concise. Vous préviendrez la réceptionniste lorsque vous aurez terminé. Oui, monsieur. Mademoiselle, je suis prêt à recevoir M. Laporte. Veuillez le diriger vers mon bureau, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Je viens mon annonce que j'ai entendue à la radio à midi. Il paraît que j'avais besoin des gens. Oui. Ça pour faire quel job? Moi, je serai pas à finir n'importe quoi. En autant, je ne serai pas obligé de travailler le soir et le samedi. Pour quand j'ai besoin de ça? Prenez le temps de vous asseoir. Moi, je serai prêt à commencer tout de suite. Et puis, comment ça paye? Moi, je suis pas intéressé à travailler pour rien. Prenez le temps de vous asseoir, M. Laporte. Nous allons en parler calmement. Quel genre d'emploi sollicitez-vous? Oh, ben, n'importe quoi. La job de radio. Nous avons des emplois vacants dans différents métiers. Mais nous exigeons des diplômés d'école de métier avec expérience. J'y étais pour l'école des métiers. À l'école de métier? Oui. Quel métier avez-vous appris? La soudure. Avez-vous de l'expérience? Oui. Oh oui. 3 ou 4 mois. Nous aurons justement besoin de soudeurs bientôt. La politique de notre compagnie est d'embaucher des diplômés ayant au moins 1 an d'expérience. Cependant, nous ne rejetons pas des candidats qui nous démontrent d'excellentes chances de succès. Dans ce but, auriez-vous l'amabilité de passer dans le bureau à votre gauche en sortant et de compléter cette demande d'emploi? OK. Ça semblait tout un phénomène, celui-là. Il se croit déjà embauché. J'ai fini. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous allons reviser les principaux points ensemble. Bon. J'ai votre nom, adresse, numéro d'assurance sociale, numéro de téléphone. C'est bien 8345? Non, c'est 8343. Ah bon, ce n'est pas un 5, mais un 3. Vous mentionnez que vous avez suivi 2 ans de cours commercial, option sténo dactylo. Écrivez-vous à la dactylo. Vous avez omis de répondre. Oui. Vous écrivez combien de mots à la minute? Oh, à peu près 50 mots. Et en sténo, êtes-vous bien rapide? Ben, à peu près 100 mots à la minute. Aussi bien en anglais qu'en français? Oh non, en anglais, je pense que je pourrais écrire 80 mots. Do you speak English? Un peu. And how much do you evaluate your services for a normal week's work? 40 ans, j'imagine. Can you give me your answer in English? J'ai pas compris. Pouvez-vous répéter? Je vois qu'il vous manque la pratique en anglais. Mais pour travailler ici, l'anglais n'est pas absolument nécessaire, quoique préférable pour obtenir de meilleures chances d'avancement. Oh oui. Je vais reconsidérer votre demande et si vous êtes choisi, je communiquerai avec vous. Avez-vous terminé, M. Laporte? Non, mais ça sera pas long, Rachel. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Nous allons terminer ensemble. Vous payez combien, soudeur, ici? Ici, monsieur, nous payons tous nos employés par chèque. Ben, Freddy, comment de l'heure? Pour un débutant sans expérience, le salaire actuel est de 1,50 $. Pendant la période d'apprentissage qui dure 3 ans, nous donnons des augmentations de 10 cents l'heure tous les 6 mois.
Lorsque cette période est terminée, le salaire horaire est de 2,10 $. Ben moi, ça me prendrait quasiment 10 piastres de plus que les autres par semaine, parce que je reste à 5 000 de site, puis faut que je paye mes voyageurs, j'ai pas de char. Il n'est pas prévu que nous payions le transport de nos employés. Ouais. C'est moyen. Mais d'abord, on a combien de vacances payées la première année? 1 semaine après la première année, 2 semaines entre 2 et 5 ans de service, et 3 semaines après 5 ans. T'as combien de fêtes payées pendant l'année? En tout, nous avons 10 congés statutaires repartis au cours de l'année. D'après ce que vous avez écrit, vous avez occupé 2 emplois différents dans l'espace de 3 mois. Comment expliquez-vous cela? Ben, la première fois, ils m'ont éclairé parce que j'ai été malade 3 jours. J'avais oublié d'avertir la bosse. Ils m'ont remplacé par un autre. Qu'avez-vous pensé de ne pas les prévenir? Ben, ce sera pas si grave que ça. Et chez l'autre employeur? Chez le deuxième, on me faisait presque pas faire de soudure. Je faisais rien servir les autres soudeurs. Et puis, il fallait travailler souvent le soir puis le samedi. C'est pour ça que j'ai laissé la job là. Oui, je vois. Quelle sorte de soudure avez-vous appris à l'école? Ben, n'importe quelle, soudure, au gaz, à la... Avez-vous suivi des cours de soudure haute pression? Non, mais pour en faire, c'est facile. Est-ce que je... Et puis, si vous voulez d'autres renseignements sur moi, j'ai rien qu'à demander à Auguste Leclerc qui travaille ici. Nicolas Bay, il reste voisin de chez nous. Vous voulez sans doute parler de M. Gustave Leclerc, le contremaître des soudeurs? Oui, c'est bien ça. C'est très bien. Je le consulterai au besoin. En attendant, je vais conserver votre demande d'emploi et dès que nous serons en mesure de combler les postes vacants, je vous appellerai. Si toutefois on décide de recourir à vos services. Correct, je vais attendre votre téléphone. Bonjour, monsieur. Qu'en penses-tu? Si tu étais l'employeur, que ferais-tu? Nous venons de visionner ces quelques diapositives et si vous avez remarqué, à la dernière, on vous posait la question « Qu'en pensez-vous » Vous avez vu un monsieur se présenter et demander un emploi sur un ton plus ou moins louable, une jeune fille assez timide. Claude, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que définitivement, ces personnes-là ont mis en pratique tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir un emploi. Parce que si on regarde, comme tu dis, le mauvais langage, l'impolitesse des personnes qui sollicitent de l'emploi, l'impatience, en somme, la nervosité démontrée chez la jeune fille, je crois, ainsi que la mauvaise écriture qu'il y avait sur la demande d'emploi. Mettez-vous à la place de l'employeur, vous l'indisposez totalement au départ envers vous. L'employeur, en somme, est une personne qui est occupée. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est un homme habituellement qui s'occupe de gestion, qui rencontre énormément de personnes. Alors, comme on le disait au début de l'émission, vous êtes en compétition sur le marché du travail. Alors, lorsque vous agissez comme ces deux personnes pour solliciter de l'emploi, eh bien, vous perdez vos chances, parce que vous indisposez des gens avec qui vous transigez. Et il est facile pour ces personnes-là de trouver des raisons pour ne pas vous embaucher. Alors, changeons de rôle et pensons un peu, mettez-vous à la place de l'employeur qui reçoit ces personnes et imaginez-vous un peu de quelle façon vous agiriez si vous étiez à sa place. Est-ce qu'on a l'air à quelqu'un qui est impoli envers soi? En aucun temps, ça nous plaît. Est-ce que quelqu'un qui est très nerveux, eh bien, nous amène à être nerveux nous aussi?
Et en somme, ça démontre aussi que si on est nerveux, bien qu'il est dangereux de confier des responsabilités à une personne nerveuse. Si une personne est criminelle, comment voulez-vous qu'on lui confie un travail de précision qui secrétariat qui exige une bonne main d'écriture? Puis si on va aller plus loin dans l'exemple, un comptable, comment voulez-vous qu'on offre un travail à un comptable qui n'est même pas capable de relire ses chiffres? Alors, tout comme certaines personnes me diraient, comment se fait-il qu'on confie un emploi à Claude Brassard quand on n'est même pas capable de lire sa signature? Alors, écoutez, toutes ces choses-là, en somme, sont faites dans le but de voir et de vous présenter cette mauvaise façon de vous présenter. Et je pense que la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus positif d'avoir la bonne façon de solliciter un emploi. Et pour les jeunes qui ont regardé l'émission, c'est vraiment un exemple à ne pas faire pour se trouver un premier emploi. En terminant, je vous rappelle notre système de lettres pour nous donner vos commentaires et aussi les questions que vous aurez à nous poser. Nous sommes prêts à vous répondre dans les émissions à venir. Bonjour, à la semaine prochaine. Ne quittez pas l'antenne, nous vous revenons dans quelques instants.